C'est difficile, quand on a affaire à un très vieux bonhomme, de ne pas être trop long dans la façon dont on décrit sa vie ou son œuvre. Et de cette œuvre dont il vous a déjà parlé, il y a une dernière étape que je viens de franchir. C'est un livre paru avec l'aide d'une grande éditrice internationale, Marencel, et que nous avons appelé « Tout compte fait ou presque ». C'est ce livre qui m'amène aujourd'hui à Nantes et qui m'y amène à un moment particulièrement émouvant pour moi. Je viens en effet de visiter un mémorial tout récemment établi dans cette belle ville, le mémorial pour l'abolition de l'esclavage. C'est un des moments les plus émouvants que l'on peut avoir en visitant votre belle ville de Nantes. Elle m'est relativement familière. J'ai eu plusieurs occasions de me trouver à Nantes. Quelquefois, c'était avec une quantité de jeunes enfants auxquels j'essayais d'adresser un message. Ça remonte déjà à plusieurs années. Une autre fois, c'était pour dialoguer avec l'homme que nous aurons peut-être, je l'espère, comme président de la République dans quelques semaines, François Hollande, avec lequel j'ai pu entretenir un dialogue, pour moi très instructif, car il nous a dit des choses importantes sur ses idées et ses perspectives. Donc vous voyez, Nantes est pour moi un lieu que je retrouve avec une toute particulière estime, admiration pour le maire qui dirige cette ville et dont j'apprécie depuis de longues années la façon dont il s'exprime, la façon dont il gère cette ville, la façon dont il est pour moi l'exemple d'un grand maire. Je viens pour essayer de partager avec vous des réflexions, quelques réflexions, sur le point où nous en sommes de l'évolution de notre société mondiale. Naturellement, à l'intérieur de cette société mondiale, il y a la ville de Nantes, il y a notre pays, la France, il y a notre Europe, dont l'avenir est pour nous tout à fait essentiel, mais au-delà, il y a la façon dont la société se construit de façon de plus en plus globale, mondiale, interdépendante, interconnectée. À cet égard, j'ai le privilège de travailler actuellement avec Michel Rocard et beaucoup d'autres amis, soit d'anciens dirigeants, soit des penseurs, dans un collégium que nous avons appelé Collégium international éthique, scientifique et politique. Ce collégium essaye de jeter le regard sur la façon dont la société humaine, arrivée au début, dans les débuts du XXIe siècle, pourrait être dirigée avec plus d'efficacité et plus de justice. Qu'est-ce que nous déplorons? Nous déplorons, et même nous pensons qu'il faut s'indigner, parce que cette société, quand on la regarde comme un grand tout, montre des différences scandaleuses entre les très riches et les très pauvres. C'est une première préoccupation à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Dans le petit livre que j'ai appelé « Indignez-vous », nous donnons cela comme le premier des défis auxquels la nouvelle génération aura à faire face et auxquels elle ne peut faire face que tous ensemble. On peut essayer d'avoir une France démocratique, peut-être plus démocratique encore qu'elle ne l'est actuellement. On peut espérer avoir une Europe, non pas embrigadée comme elle l'est actuellement dans un néolibéralisme capitaliste très oppresseur pour les plus précaires et les plus pauvres, mais on a besoin aussi que cette société dispose d'une forme à définir
de gouvernance mondiale. Il faut qu'il y ait des gens qui assument la responsabilité de reconnaître les grands défis et de les aborder avec courage. Voilà, si vous voulez, ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce dernier livre que nous avons appelé « Tout compte fait ou presque ». Alors pourquoi tout compte fait et pourquoi ou presque? Tout compte fait parce que quand on atteint l'âge de 94 ans, bientôt 95, ce qui est mon cas, on se dit maintenant c'est fini, les comptes sont faits, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai réfléchi à ce que j'avais à penser, j'ai essayé de communiquer dans une série d'entretiens, de livres avec les uns et les autres, les messages qu'il me semble possible de donner, après une très longue vie et une vie très engagée, de donner à la jeune génération, ou en tout cas à ceux qui vivent actuellement avec moi sur cette terre, et on peut essayer de déterminer en quelques phrases ce que c'est que ce sens. C'est d'abord le sentiment que notre avenir ne peut plus être un avenir isolé pour un groupe humain, pour un pays, pour une région. Ce doit être un avenir pour l'ensemble de nos sociétés humaines. Nos sociétés, peut-être en partie parce que les hommes y ont joué toujours le rôle essentiel et que les femmes n'ont pas suffisamment peut-être contribué à l'organiser. Pour cette raison et pour d'autres, c'est un monde où l'égoïsme, la cupidité, la volonté de dominer les uns et de se mettre ensemble avec les autres a construit un monde dont on peut dire que l'injustice y est prévalente et dont on peut dire aussi qu'il ne s'est pas suffisamment préoccupé du milieu dans lequel cette société vivait, milieu naturel, que cette société s'est ingéniée à exploiter, surexploiter, peut-être à cause du message qui lui vient d'une de ces grandes religions, de plusieurs de ces grandes religions, qui ont l'air de dire que Dieu a donné à l'homme le dessein de dominer et d'exploiter la nature. Cela existe dans un certain nombre de textes. Et ça a conduit nos sociétés à regarder de beaucoup plus près ce qu'ils pouvaient faire pour tirer le maximum de leur environnement sans se dire que ce maximum risquait d'être un jour excessif. Comme vous le savez, il n'y a pas plus d'une quarantaine d'années maintenant que nous nous sommes rendus compte que les ressources de notre planète étaient très loin d'être illimitées. Nous en sommes à reconnaître qu'un effort doit être fait, devrait être fait, pour que les ressources de la Terre soient mieux connues dans leurs limitations et soient exploitées avec plus de sobriété, plus d'intelligence pour leur renouvellement. Cette volonté-là, elle existe maintenant, et j'en suis très heureux, dans beaucoup des membres de la jeune génération, qui ont appris à se préoccuper de ce qu'on appelle d'un terme très général, l'écologie. Il y a maintenant, dans de nombreux pays, des Verts qui se préoccupent de l'écologie. En France, un parti qui s'appelle Europe Écologie, les Verts. Et donc, il y a une préoccupation. Mais lorsqu'on regarde la façon dont les gouvernements, membres de la communauté mondiale, c'est-à-dire membres de l'Organisation des Nations Unies, l'organisation créée il y a maintenant 67 ans
et qui se donne pour objectif d'organiser les relations entre toutes les composantes de la société internationale, lorsqu'on voit comment ces gouvernements abordent ce problème, alors là, je vous fais part de mon expérience au cours d'une vie maintenant longue. La première fois que j'ai été confronté avec ces problèmes, c'est lorsqu'en 1972, une conférence mondiale a été réunie à Stockholm, qui s'est appelée Conférence sur l'environnement et le développement. On était prudent, l'environnement, oui, mais il fallait aussi parler du développement. Et cette conférence a mis l'accent sur les problèmes que pose la limitation des ressources de la Terre. Elle n'est pas allée beaucoup plus loin. Il a fallu attendre 20 ans pour qu'en 1992, à Rio de Janeiro, une deuxième conférence mondiale s'est tenue qui a mis en route quelque chose qu'ils ont appelé l'Agenda 21. Ça voulait dire que tous les gouvernements rassemblés à Rio de Janeiro en 1992 devraient s'engager maintenant le plus vite possible dans un agenda pour mettre un terme à la dégradation du climat, à la dégradation des ressources forestières, à la dégradation de l'eau potable, il y en a de moins en moins. Ils se sont engagés dans cet agenda à petits pas de loup. Ils n'ont pas beaucoup progressé sur le climat. Bon, on a fait quelques tout petits progrès. Le protocole de Kyoto disait qu'il faut faire attention parce que les pollutions, ça peut s'aggraver. Il faut essayer de lutter contre. On va tous lutter contre. Ils n'ont pas beaucoup lutté. L'année dernière à Copenhague, une conférence s'est tenue pour continuer dans ce sens, et là encore, pas beaucoup de progrès. On a parlé climat aussi à Durban il y a quelques mois, et là aussi peu de progrès. De tout cela, quelle conclusion faut-il tirer? C'est que faire confiance seulement aux 194 gouvernements des 194 États actuellement réunis au sein des Nations Unies, ça n'est pas efficace, ça n'est pas suffisant. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de grands mouvements basés sur des citoyennes et des citoyens conscients, devenus conscients des difficultés que nous rencontrons. Et je reviens sur les trois types de difficultés essentielles à notre avis, à mon avis, devant lesquelles nous nous trouvons. Je viens de parler un peu longuement de la Terre. Oui, nous sommes non pas les maîtres de la nature, nous sommes des membres de la nature. La nature est un tout dans lequel nous avons un rôle à jouer, mais que nous devons considérer comme le milieu dans lequel nous sommes amenés à vivre, que nous devons reconnaître dans sa diversité, dans ses limitations, et dans lequel nous devons vivre avec intelligence. Le deuxième, que j'ai déjà évoqué, mais qui pour moi est particulièrement brutal, c'est l'énorme injustice entre ceux qui dominent aujourd'hui l'économie et la finance et qui dominent aussi les gouvernements des principaux États, cette économie financiarisée, dérégulée, qui est devenue de plus en plus opprimante au cours des 30 dernières années et à laquelle il faut le plus vite possible substituer une autre façon de mettre l'économie au service des besoins essentiels des hommes et des femmes. C'est cela que nous avons l'habitude d'appeler la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple et pour le peuple, et non pas l'oligarchie dont nous constatons aujourd'hui qu'elle domine nos sociétés mondiales. C'est un nombre réduit, restreint de puissants de la finance et de puissants des États
qui sont eux-mêmes dominés par les puissants de la finance, qui font régner dans toutes nos sociétés des risques graves de précarité des uns et de domination égoïste de quelques-uns. Je dis quelques-uns, car je mets en cause qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ceux qui ont déjà beaucoup essayent d'avoir encore plus et de racheter ceux qui ont un peu moins qu'eux. Ainsi se constitue non pas un réseau étendu d'entreprises faisant l'effort nécessaire pour tirer des ressources de la terre ce dont les hommes ont besoin, mais un nombre de plus en plus réduit de grands entrepreneurs multinationaux et qui ne voient pour premier lieu que leur intérêt, qui veulent faire des profits, le plus de profits possible, accumuler des capitaux de plus en plus importants, et ceci sans tenir compte de la façon dont ces ressources peuvent et doivent être réparties entre tous ceux dont les besoins sont connus mais ne sont pas généralement respectés. C'est le deuxième grand défi. Il y en a un troisième dont nous venons ici même en France de connaître les horreurs. C'est ce qu'on appelle d'un terme très vague et très général, le terrorisme. Qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Cela veut dire que malheureusement, il existe un peu partout, en petit nombre encore, mais avec une violence de plus en plus sans retenue, des gens qui ont une haine à l'égard de la façon dont la terre est accaparée par quelques-uns. Cette haine se manifeste dans un besoin de mettre leur vie en cause pour essayer de déboulonner ceux qui dirigent actuellement notre planète. C'est ça, à mon sens, l'origine du terrorisme. Ce n'est pas une religion, bien sûr, nous constatons que ce sont actuellement souvent des islamistes radicaux qui se laissent enfermer dans cette nouvelle folie qui a donné lieu aux tueries insupportables de Toulouse et de Montauban. Mais il ne faut pas confondre cette violence avec une grande religion qui est l'islam et qui a donné de beaux exemples au cours de nombreux siècles de sa capacité à faire vivre les arts et la pensée, donc à laquelle il n'y a pas plus de critique à faire qu'à l'autre religion, comme le christianisme et le judaïsme, qui ont connu eux aussi des périodes de violence. Eh bien, c'est la haine qui me paraît être la source principale. Et je vous propose de regarder même ici même autour de vous, peut-être pas heureusement à Nantes, ville admirablement gouvernée selon moi, mais dans d'autres régions de France et notamment autour de ma capitale, ma ville de résidence de Paris et dans ses banlieues, il y a des crispations de haine qui quelquefois peuvent donner lieu à des Mohamed Merah ou à d'autres. C'est contre cette haine qu'il faut trouver aussi une réponse. Et la réponse, c'est un égal respect pour tous. Ce n'est pas parce que des hommes vivent dans la misère, que des hommes ont des difficultés à trouver le moindre petit boulot, qu'il faut les considérer comme des marginaux avec lesquels on ne veut rien avoir à faire. C'est au contraire notre souci, et là j'emploie un mot qu'il faut essayer d'analyser pour le bien comprendre, la compassion. Il faut avoir avec ceux qui nous entourent non pas seulement de la sympathie, non pas seulement quelquefois de la pitié, non, une compassion, c'est-à-dire la passion de vouloir que l'équilibre entre eux et nous soit établi et soit poursuivi.
vous trouverez dans ce livre, tout compte fait, ou presque, une définition de ce que c'est que cette compassion. Vous la trouvez aussi dans l'œuvre d'un homme avec lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est notre grand sociologue Edgar Morin. Nous avons là aussi écrit ensemble un petit livre que nous avons justement appelé « Le chemin de l'espérance » pour dire qu'une fois qu'on s'est indigné, qu'une fois qu'on s'est engagé, il faut trouver une voie qui nous amène à espérer pour les sociétés dans lesquelles nous vivons, de plus en plus interdépendantes et interconnectées, une espérance de vie plus heureuse, plus sereine, plus juste. Voilà donc, si vous voulez, j'y reviens, les trois grands défis: le défi de l'injustice économique et sociale, le défi de la surexploitation de la planète et le défi de la haine engendrant du terrorisme. Alors, comment faire pour affronter aujourd'hui ces grands périls? C'est là-dessus que nous avons été nombreux à réfléchir dans le cadre d'un collégium créé il y a maintenant une dizaine d'années par Michel Rocard et Milan Kuchan, collégium que nous avons appelé, d'un terme très ambitieux, vous allez voir, le Collégium international, éthique, scientifique et politique. Nous avons réuni là des hommes et des femmes d'État, Mary Robinson, l'ancienne présidente de l'Irlande, Cardozo, l'ancien président du Brésil, et un certain nombre de grands penseurs, parmi lesquels toujours Edgar Morin, mais aussi Joseph Stiglitz et Amartya Sen. Nous leur avons demandé de travailler ensemble pour montrer dans quelle voie on pourrait confronter ces trois grands défis et trouver l'acheminement vers une espérance, c'est-à-dire vers un monde qui serait gouverné avec une plus grande justice à l'égard de ses différentes composantes. C'est une ambition très délicate. Quand on parle de gouvernance mondiale, on frémit quelquefois en se disant « ça va être comme dans Brave New World de Huxley » ou comme dans d'autres textes où il y a finalement une mise en carcan de l'ensemble de la société à partir d'une force tyrannique qui exercerait sa puissance un peu partout. C'est évidemment pas du tout dans cette voie que l'on peut aller. Nous constatons au contraire que les 30 dernières années ont montré que la société mondiale se compose de plus en plus de cultures et de civilisations multiples, diverses, qui ont encore du mal à se rencontrer et à vivre ensemble. Un grand penseur américain du nom de Fukuyama avait pensé qu'après la chute du mur de Berlin, il y a maintenant de cela presque 23 ans, il y aurait une liberté dans le monde entier et que ce serait le marché dans sa dérégulation formidable qui tiendrait lieu de régime mondial. Nous savons que c'était une idée fausse et une idée dangereuse. Nous savons qu'il existe des mouvements importants dans toutes les régions de notre Terre et qu'il y a le grand renouveau des puissances chinoises, indiennes, indonésiennes, de tout ce que l'Asie nous apporte, que l'Amérique latine, avec des grands pays comme le Brésil, a un rôle de plus en plus grand à jouer. Nous savons que notre Occident, dont on pouvait penser à la lumière des événements du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, qu'il obtiendrait le leadership de l'ensemble de la planète. C'était l'époque des empires coloniaux qui avaient leur
siège en Europe, et nous pensions que c'était peut-être ces empires qui apporteraient les solutions au vivre ensemble sur cette terre. Nous savons aujourd'hui que ce n'est plus du tout ainsi que les problèmes se posent. Je vous rappelle, vous n'en souvenez peut-être pas, parce que ce n'est pas une expérience que l'on vit actuellement. En 1648, après les traités de Westphalie, on avait établi la notion de souveraineté absolue de chaque État. Non plus les religions, mais les États. Et cette notion de souveraineté des États vit encore aujourd'hui. Or, c'est cette notion qu'il importe maintenant de surmonter pour arriver à un vivre ensemble qui n'enferme plus chaque État dans ses frontières, dans son droit propre, mais qui donne à tous un droit commun. J'ai eu la chance, on l'a déjà rappelé en me présentant, après avoir connu les horreurs du national-socialisme et de ses camps de concentration, après avoir frôlé dans ces camps les horreurs de ce qu'on appelle maintenant la Shoah, c'est-à-dire la destruction de tout un peuple, de plusieurs peuples d'ailleurs, du peuple juif en Europe, les Tziganes et d'autres peuples, par une volonté dramatiquement horrible. Ayant connu cela, j'ai pu tout de suite après m'investir dans le travail sur lequel se penchait alors l'Organisation des Nations Unies. C'est là qu'un texte a été élaboré. Je dis d'abord que ce texte avait pour base la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 juin 1945 à San Francisco par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette charte, on disait « Le premier travail que devra faire notre nouvelle organisation, c'est de mettre au point une charte des droits de la personne humaine. » Pour ça, il faut commencer par voir quelles sont ces libertés et ces droits, donc d'élaborer une déclaration. Mais après que cette déclaration ait été adoptée, il faut continuer. Il faut rédiger un pacte qui donnerait obligation à tous les États de défendre ses libertés et ses droits. Et lorsque cette charte, ce pacte aura été établi, il faudrait mettre en route un tribunal, une cour internationale, capable de juger ceux qui auraient violé ou qui n'auraient pas respecté ces droits. Ça, c'est un travail qu'on aurait voulu faire sur le plan mondial à l'époque où, jeune diplomate, j'étais mis à la disposition du secrétaire général des Nations Unies. À l'époque, c'était un Norvégien, il s'appelait Trygve. Il avait pour principal collaborateur un Français qui s'appelait Henri Laugier et auprès duquel j'avais été affecté par le ministère des Affaires étrangères. Eh bien, la déclaration a été rédigée, elle a été adoptée sans vote contraire. Il y a eu quelques abstentions, mais pas de vote contraire. Mais pour aller plus loin, pour avoir un pacte, on n'y est pas arrivé. On a eu deux pactes. Un pacte des droits civils et politiques et un pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Bon, c'était un progrès. Il y a eu plus de 150 ratifications à l'un et à l'autre de ces pactes, donc les gouvernements se sont engagés. Mais il aurait fallu faire une cour. La cour n'existe toujours pas. Je vous rends attentif au fait que des progrès ont été faits et que nous disposons aujourd'hui d'un tribunal pénal international qui siège à La Haye. C'est un formidable progrès du droit sur les crimes des hommes. On peut traduire devant ce tribunal des hommes, des dirigeants, des hommes ou des femmes
qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de génocide. Mais le simple viol des droits de l'homme ne dispose pas encore d'une vraie instance internationale. À cet égard, nous bénéficions, nous Européens, d'un avantage que les autres parties du monde n'ont pas encore. Nous avons notre Convention européenne des droits de l'homme, qui dit à peu près la même chose que ce qui figure dans les pactes, qui parle des droits politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux, et qui, elle, est une convention qui a été ratifiée par les États européens et qui dispose d'une cour à Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si l'un de nos gouvernements viole les droits de la personne humaine, ça n'arrive jamais, bien entendu, non. Mais enfin, ça peut arriver quelquefois. Et quand ça arrive, eh bien, la Cour peut faire quelque chose. Avouons que pour le moment, ne peut pas faire grand-chose. Mais enfin, c'est un exemple prodigieux que l'Europe donne et qui pourrait être imité par les autres régions du monde et un jour, je l'espère, par la communauté internationale, c'est-à-dire par l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, il y a dans le monde un nombre malheureusement pas insignifiant de lieux où les droits de l'homme sont gravement violés. J'en ai retenu un seul dans le petit livre que nous avons appelé « Indignez-vous ». J'ai concentré mon attention et on m'en a fait gravement reproche en disant « vous ne regardez que d'un côté, mais il y a des problèmes aussi graves ailleurs ». Oui, j'ai répondu « mais moi, j'ai été à de nombreuses reprises en Palestine et en Israël, et c'est la raison pour laquelle j'attire l'attention de mes lecteurs sur le fait que là, les droits de l'homme sont gravement violés depuis plus de 45 ans. Eh bien, je pense que c'est un des domaines où il serait possible de faire une mobilisation de tous ceux qui ont vraiment le souci du respect des droits et de la personne humaine pour exercer les pressions nécessaires pour que ce problème soit enfin résolu. Il n'est pas impossible de le résoudre, les textes internationaux sont là, mais ils sont actuellement bafoués par un gouvernement et insuffisamment défendus par la communauté internationale. C'est donc un problème qui me tient à cœur. Bon, mais c'est très loin d'être le seul. Nous avons dans un certain nombre de régions du monde des situations qui ne sont plus les conflits entre nations qui ont fait le malheur des siècles précédents. Et s'agissant de l'Europe, c'est essentiellement les guerres intra-européennes entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche, etc. C'était ces guerres-là qui mettaient en danger tout bon épanouissement de la paix. Aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, ce ne sont plus ces guerres internationales. Nous avons fait l'économie d'une troisième guerre mondiale. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas comme moi le souvenir des premières années après la Deuxième Guerre mondiale où on se disait « oh là là, l'homme a maintenant inventé la bombe atomique ». Et encore, elle était toute petite à l'époque. Elle est devenue encore beaucoup plus forte depuis. Eh bien, on se disait, une arme, lorsqu'elle a été inventée, forcément, quelqu'un va l'utiliser. Eh bien, nous pouvons nous féliciter que des mesures ont été prises, pas encore suffisantes, mais quand même, pour que cette arme ne soit pas utilisée, et elle ne l'a plus été depuis Hiroshima et Nagasaki. Donc, nous avons évité jusqu'ici, et on peut dire que nous avons évité peut-être pour toujours, une conflagration mondiale qui aurait eu pour effet de détruire pratiquement
les civilisations récentes de notre humanité. Mais ce que nous n'avons pas encore réussi à éviter, ce sont les conflits internes entre les nations, entre les groupes ethniques, qui dans beaucoup de pays encore font commettre des crimes de guerre des plus graves. Ce qui se passe actuellement même en Syrie est dans tous nos esprits, et nous savons que cette violence insupportable que le gouvernement syrien exerce à l'égard de ceux qui essayent de lutter pour leur liberté, eh bien, ne trouve pas encore d'interlocuteur capable de faire cesser cette violence. Oui, il y a un homme pour lequel j'ai le plus grand respect, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, un Ghanéen très intéressant, très intelligent, qui s'efforce actuellement à petite touche, à petits pas, de trouver une solution. Mais on voit combien nous manque actuellement une instance mondiale qui, pour un certain nombre de problèmes, aurait la possibilité, aurait l'autorité et le pouvoir démocratiquement reconnus par tous les États membres de faire que cessent les violations les plus graves des droits et de l'injustice dans le monde. Voilà, à mon sens, la prochaine étape à laquelle nous devrions tous apporter notre contribution et notre mobilisation. Je voudrais terminer maintenant assez vite ce premier contact avec le public très vaste que vous êtes et que je remercie d'être venu écouter un vieux monsieur. Je voudrais la terminer en disant, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut faire quoi? Là, je mets l'accent sur quelque chose qui est récent dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est la formidable capacité de communication dont chacune et chacun de vous dispose aujourd'hui, alors que c'est quelque chose que moi je n'avais pas dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, on avait le téléphone, mais on n'avait pas encore les formidables instruments de communication qui font qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous pourrait commencer, naturellement, il faut commencer par quelque chose, commencer par s'indigner. Bon, c'est toujours bon de dire, il y a de l'inacceptable, ça m'indigne. Bon, ayant constaté cela, de se dire, bon, ben maintenant, je vais m'engager pour que ça cesse. Eh bien, je vais m'engager non pas seul, mais je vais m'engager avec tous ceux qui sont indignés de la même chose que moi. Je vais peut-être constater que nous sommes beaucoup plus nombreux que je ne le croyais. Moi, ça m'a indigné, mais d'autres, dans d'autres régions de France, dans d'autres États européens, dans d'autres États du monde, se sont indignés de la même chose. Prenons un problème comme la disponibilité de l'eau potable. C'est extrêmement grave que si on ne fait pas des gros efforts, il y aura bientôt 3 milliards d'hommes parmi les 8 milliards que nous sommes qui n'auront pas accès à l'eau potable. Voilà un problème très précis et sur lequel on pourrait mobiliser des gens un peu partout. Mais les grands défis dont j'ai déjà parlé contiennent des problèmes comme ceux-là, et il y en a beaucoup, sur lesquels chacune et chacun peut faire un choix et se dire là, j'ai envie non pas seulement de m'indigner, c'est utile, mais ça ne va pas très loin, mais de m'engager et si possible de trouver un chemin, peut-être un chemin de l'espérance. C'est le titre que Edgar Morin et moi nous avons donné à un petit livre qui comporte un certain nombre de problèmes sur lesquels chacune et chacun pourrait aujourd'hui s'engager, pourrait aujourd'hui profiter
de l'intercommunicabilité des esprits. Peut-être arriverons-nous un jour à ce que communiquent entre eux, non pas seulement les esprits poussés par l'égoïsme et la cupidité. Ces esprits sont déjà en contact et constituent actuellement une oligarchie puissante, pas très ouverte sur les biens publics, très ouverte sur le profit et l'argent, et bien peut-être une autre communauté spirituelle pourrait se dégager, non pas forcément par une religion. Les religions, il y en a, elles ont un rôle important à jouer, mais au-delà, il pourrait y avoir une façon de faire travailler l'esprit vers la compassion, vers la générosité, vers le désir de faire naître un monde véritablement désirable. Et je mets en dernier lieu l'accent sur ce mot, le mot désir. Je dirais que ce que les hommes et les femmes désirent véritablement et désirent avec une intensité suffisante, même lorsque ça paraît à première vue impossible, cela devient possible. Et c'est le grand message qu'Edgar Morin et moi nous essayons de produire dans nos conversations, dans notre livre et dans les rencontres que nous avons de plus en plus nombreuses avec des publics, pas tous aussi brillants que celui que je rencontre aujourd'hui à Nantes, merci d'être là, très nombreux, mais même des publics plus restreints peuvent se laisser influencer dans cette idée. Un jour viendra où les forces spirituelles seront plus importantes que les forces matérielles, où les femmes et les hommes comprendront qu'il est possible de vivre ensemble dans plus de justice et plus de sérénité. C'est un avenir qui n'est pas exclu, même si aujourd'hui, à beaucoup, et souvent malheureusement à beaucoup de jeunes pris par le consumérisme, il apparaît comme invraisemblable, comme improbable. Eh bien, l'improbable a toujours existé au cours de l'histoire de nos sociétés. Il y a eu toujours des moments où on se disait « c'est fichu, c'est perdu ». Je donne un exemple que Edgar Morin cite volontiers. Lorsque les armées hitlériennes sont arrivées aux portes de Stalingrad, c'était la fin de l'année 1942, ils auraient bien pu gagner. Elles étaient plus fortes, plus nombreuses en armes que ne l'étaient les forces soviétiques. Et si elles avaient gagné, peut-être que l'Union soviétique n'aurait pas pu se battre plus longtemps. Peut-être que ces forces se seraient alors retournées contre l'Occident. Plus nombreuses, elles auraient peut-être gagné la partie de cette Deuxième Guerre mondiale. Eh bien non, ce qui est arrivé était improbable, mais c'est arrivé heureusement au bon moment et la situation a changé complètement et le cap maintenant était celui de la victoire alliée, c'est-à-dire de la victoire de la démocratie. C'est vous dire, je veux conclure et je voudrais surtout écouter vos questions et tâcher d'y répondre. Je conclus en disant, nous sommes à une phase très importante. Ça peut mal tourner, ce n'est pas exclu, mais ça peut aussi nous amener, si nous avons suffisamment confiance en nos capacités, si nous sommes suffisamment fortement motivés par nos désirs fondamentaux, et si nous arrivons à agir tous ensemble grâce à des moyens de communication modernes, eh bien alors un nouvel avenir est possible. Un avenir pour nous les vieux, moi ce sera probablement trop tard, mais pour les moins vieux que moi, et surtout pour la jeune génération, à elle de construire aujourd'hui avec confiance et avec courage ce monde dont nous avons envie et dont nous pouvons avoir besoin.
Merci. Madame. Pas évident de prendre la parole après vous avoir entendu. Oh. Et la chance que l'on a de se trouver rassemblés ici pour vous écouter, la chance et l'honneur, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous nous communiquez comme pulsion, comme envie de faire quelque chose. Donc ce n'est pas seulement des mots et des mots puissants que vous utilisez, mais c'est vrai qu'il y a cette force à transformer ces mots en action dans un sens vital du terme. Et c'est rare. Et vraiment, merci. Vous avez loué la ville de Nantes, mais oui, vous êtes là à Nantes. On est bien content d'être ici avec vous. Alors peut-être que j'aurais une petite requête d'abord vis-à-vis de vous, parce qu'il y a un mot que je n'ai pas entendu et qui vous est cher pourtant, c'est celui de poésie. Vous aviez dit que peut-être vous diriez quelques vers. Je suis en effet, depuis ma petite enfance, un amoureux de la poésie. Je le dois à ma maman, je ne vous ai pas encore parlé de ma famille, parce que je trouve que c'est un peu lassant de parler de sa famille. Mais il est vrai que je dois à ma mère, qui m'a incité à apprendre par cœur de la poésie, le goût de la poésie. Elle était comme moi trilingue. Elle aimait beaucoup la poésie anglaise, elle avait une affection particulière pour Edgar Allan Poe, mais elle connaissait naturellement très bien la poésie allemande et elle connaissait aussi très bien notre poésie française. Donc j'ai mis une partie de mon temps à la disposition de la poésie. J'ai appris une centaine de poèmes par cœur, c'est pas beaucoup. Je connais des acteurs qui sont bien plus forts que moi en mémorisation. Mais en poème, je suis assez fier de connaître un nombre important de poèmes dans ces trois langues, en allemand, en français et en anglais. Et j'adore les réciter, notamment lorsque j'ai la chance d'avoir un formidable public nantais. Mais peut-être attendrons-nous que je vous fasse subir un grand poème avant la fin de notre rencontre, et peut-être avant, puis-je encore répondre à certaines questions. Alors, il nous fait mariner un petit peu. C'est vrai que je ne vais pas reprendre, tout le monde a bien entendu, a lu les différents messages que vous nous adressez. Peut-être, je m'excuse par rapport aux personnes qui sont là, un petit regret vis-à-vis de l'Assemblée, c'est-à-dire dans ce message que vous adressez à toutes les générations et notamment aux plus jeunes. On manque un peu de tout jeune ici. Mais je vais tout de suite tempérer ce que je vais dire en faisant une petite allusion au titre que vous avez rappelé de cet ouvrage-là, Tout compte fait, et qui est écrit C-O-N-P-T-E-S. Et ça m'a un peu étonnée. C'est vrai que moi, je voyage plus avec les comptes C-O-N-T-E-S, et j'étais surprise de commencer, de voir cet ouvrage qui commençait par ce titre-là, qui est repris à plusieurs reprises dans l'ouvrage que vous nous avez réexpliqué, en associant sur votre nombre d'années. Voilà. Mais c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas aussi. Et heureusement, à l'intérieur de l'ouvrage, vous nous dites « Notre réalité échappe au calcul et au règne de la quantité ». Alors j'ai trouvé que ça tempérait un petit peu cet intitulé. Donc, le rapport d'âge et les chiffres, c'est quelque chose de très relatif, ça dépend dans quel sens on les prend. Donc ça me permet immédiatement de me rattraper par rapport à la fâcherie que je viens de prononcer. Mais vous avez tout à fait raison,
Et je dois vous avouer que ce titre, comme beaucoup de titres dans les ouvrages que l'on produit, doit beaucoup à l'éditeur. Parce que l'éditeur se dit, il faut vendre. Hein? Il a raison, il a raison. L'auteur s'y s'en soucie quelquefois moins. Quand j'ai écrit ma première autobiographie, je vous raconte ça pour vous amuser, les éditeurs, à l'époque, c'était le Seuil, voulaient l'intituler « Les souvenirs d'un vieux diplomate ». J'ai dit non, je pense que ça, non. Il faut quelque chose de plus fort. À l'époque, il y avait un film que vous avez peut-être vu, c'est pas tellement vieux, qui s'appelait « Danse avec les loups ». C'était un joli film que j'avais vu. Et je me suis dit, tiens, Danse avec, c'est un bon début pour un titre. Et j'ai appelé mon livre Danse avec le siècle. Eh bien, aujourd'hui, si on m'avait consulté sur le titre de ce dernier livre, j'aurais probablement essayé autre chose. Je trouve que le « ou presque », une allusion au fait que malgré les apparences, je ne suis pas encore complètement out, donc qu'il reste peut-être encore quelques comptes à faire, et j'ai trouvé que l'idée que l'on fait ses comptes à un moment de la vie, je l'ai trouvée à la fois juste et pas très stimulante. Mais voilà, le titre a été accepté et je n'ai pas pu en changer. Disons que je reconnais qu'il y a quelque chose qui tient dans ce titre. On fait ses comptes à chaque moment de la vie, et surtout lorsqu'on devient vieux, on fait les comptes et on se dit alors quoi, qu'est-ce que ça a été, à quoi ça a servi? C'est ce genre de compte-là, ça a servi ou pas servi. Alors quand on fait ses comptes, et on les fait à chaque moment successif, j'ai fait les comptes plusieurs fois, quand j'ai écrit mon autobiographie, quand j'ai écrit mon livre de poésie que j'ai appelé « Ô ma mémoire, la poésie, ma nécessité », c'est paru aussi au Seuil, eh bien, chaque fois, j'avais l'impression de faire les comptes et que cette fois, ça y était. Eh bien, cette fois, je me suis dit que normalement, ça y est maintenant, il n'y a plus autre chose à faire. Et puis, on a dit « ou presque ». Et ce « presque » n'est pas complètement stupide, car quelques mois après la parution de ce petit livre, va paraître encore un livre, avec encore une fois ma signature, heureusement avec celle du Dalai Lama. En effet, on nous a convaincus, le Dalai Lama et moi, d'avoir une série de conversations ensemble qui ont été enregistrées, où nous avons réfléchi sur la non-violence, la paix, l'équilibre de l'esprit, et ça a donné lieu à un petit livre qui va encore vous obliger à faire une dépense si vous voulez le lire. Je pense que ce sera presque aussi bon marché que Indignez-vous, parce que c'est encore les éditions indigènes qui vont le sortir. Voilà, si vous voulez, ma réponse à votre question. Oui, tout compte fait ou presque, c'est pas très bon comme titre, mais ça peut s'expliquer et par conséquent, on peut continuer à penser qu'il y aura encore d'autres efforts, d'autres comptes à faire pour voir comment notre humanité se projette dans l'avenir. Bien sûr. On y compte bien, si je peux me permettre. Voilà. Alors, vous avez demandé des questions et on va ouvrir un peu aux questions. Je voulais juste, par rapport à cela, rappeler une autre phrase que j'ai attrapée dans votre ouvrage et qui montre aussi, au-delà du succès qu'a eu cet ouvrage, succès qui vous a surpris, Indignez-vous, qui est arrivé à un moment donné où il correspondait à des besoins, à des désirs aussi sans doute. Vous faites part de votre étonnement et vous avez une grande humilité dans les réactions que vous avez par rapport à tout ce que vous suscitez chez les autres. Et vous dites dans cet ouvrage, je n'ai de sagesse que celle qu'on me prête et d'influence que celle qu'on veut bien m'accorder.
À partir de là, quand vous évoquez la fatigue quand même que peut susciter toutes ces invitations auxquelles vous acceptez de vous rendre, vous dites eh ben oui, j'y vais parce que je suis ressourcée par les questions. Donc on est bien là aussi dans une construction et dans une interactivité à laquelle on va vous inviter maintenant, puisque nous allons tenter de vous ressourcer un petit peu après que vous nous ayez ressourcés par des questions que vous pourriez poser. Oui, bonjour monsieur et merci bien entendu pour la richesse de l'intervention que vous nous avez faite. J'ai d'autant plus la chance de vous avoir devant moi que j'ai une question qui me taraude depuis plusieurs années après avoir lu vos écrits et entendre aussi l'air du temps. Je voudrais vous entendre votre point de vue sur, quand on regarde toute votre histoire, à propos du terme de résistance précisément, et votre vécu personnel. J'ai le sentiment qu'il existe aujourd'hui dans une gauche sectaire et peut-être un petit peu jeune, qu'on utilise le terme résistance à n'importe quel mot. Quel est votre sentiment à ce propos? On entre en résistance aujourd'hui. Il y a une grève à la SNCF, on entre en résistance. On entre en résistance pour tout. Que pouvez-vous, vous qui avez vécu toute cette époque, toute cette résistance, comment pouvez-vous répondre à cette résistance à la gauche? Très importante question, merci, parce que les mots sont quelquefois trompeurs. Le mot indignation peut être trompeur, le mot résistance peut être trompeur. Ma génération a connu un moment, ça n'a duré que quelques années, où le mot résistance avait un sens très précis. Nous étions envahis, nous étions occupés. Résister, ça voulait dire ne pas accepter cet armistice qui nous a été arraché, ce Pétain qui nous faisait vivre une patrie défigurée. Donc, résister, c'était très clair. Il fallait rester fidèle à des valeurs qui nous apparaissaient comme bafouées. Mais la difficulté, c'est qu'on peut s'indigner de choses qui ne le méritent pas, comme on peut résister à des situations qui ne méritent pas un effort de résistance. Il faut donc bien préciser à quoi il s'agit de résister. Il est donc chaque fois essentiel, mais ce n'est pas toujours facile, de pointer du doigt quelles sont les valeurs fondamentales, l'humanité fondamentale qui est violée, qui est bafouée, qui est méconnue et qui, par conséquent, justifie la résistance. Et là, nous tombons devant une difficulté actuelle. Actuellement, quelles sont les violations que nous éprouvons comme insupportables? Nous vivons dans des pays démocratiques, ou du moins qui le prétendent. Nous vivons dans un monde qui bénéficie d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air de faire à peu près le travail nécessaire. Il faut donc détecter, et ce n'est pas toujours facile, ce qui est inacceptable et qui justifie la résistance. En même temps, nous avons terminé notre petit ouvrage par deux phrases également ambiguës et complexes. Nous avons dit « résister, c'est créer »,« créer, c'est résister ». Ça fait un peu rigoler certains qui le lisent en disant « qu'est-ce que c'est que ce charabia ?» Eh bien non, je pense que ce que nous avons acquis, ma génération, comme conviction fondamentale, c'est que pour résister, il faut vouloir créer quelque chose qui n'est pas encore accompli ou qui est mis en danger. Résister, ce n'est donc pas seulement dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose que l'on veut, c'est-à-dire créer. Tout à l'heure, on parlera peut-être encore une fois de poésie, où vous risquez de m'entendre réciter un poème. Eh bien, la poésie, c'est une façon de résister au monde prosaïque
dans lequel nous sommes souvent obligés de vivre. Et alors, le plus intéressant, c'est de penser que créer, c'est nécessairement résister. Aucune création ne tombe dans un milieu où elle est accueillie sans aucune difficulté. Tous les grands créateurs dont l'œuvre a rendu l'humanité épanouie ont été obligés de se battre contre une difficulté à être compris et à être accepté. C'est la raison pour laquelle cette notion de résistance, qui en effet se prête à beaucoup d'ambiguïté, pourrait devenir une façon de donner sens à ce que nous essayons d'entreprendre en disant, pour entreprendre quelque chose, il faut créer de nouveaux concepts, un nouveau sens, et en le faisant, nous savons que nous allons être obligés de résister à quelque chose qui voudra nous empêcher d'aller là où nous voulons. Voilà comment je vois le problème de ce mot que vous avez bien raison de nous mettre devant notre réflexion. Merci. Merci infiniment à M. Stéphane Estelle et merci aussi à la personne qui a attiré notre attention sur le titre « Tout compte fait » de cet ouvrage. Parce que ce compte fait, nous, on le pense en termes, M. Estelle, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour que vous acceptiez d'étudier et de regarder un dossier qui met le feu à la ville et à la région. Je parle de du dossier de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que tout le monde ici aura la courtoisie de m'écouter. Vous avez parlé de l'évolution de la pensée depuis 40 ans sur les questions de la terre, de l'environnement, du climat, etc. Donc ce projet, il est né il y a 40 ans et tout ce que vous avez souligné n'a pas été pris en compte au moment de sa création, forcément, et ce projet, il est réactivé maintenant. Bon, vous avez parlé aussi du problème de la finance, j'ai presque fini, du problème de la finance. Nous avons des multinationales et des entreprises qui ont des intérêts directs à la construction de ce projet d'aéroport. Il s'agit d'un déplacement d'un aéroport alors qu'on l'a déjà, qu'il fonctionne et qu'à la rigueur, il pourrait être amélioré. Donc, vous avez parlé de votre sympathie, de votre admiration pour M. Hérault. Vous avez parlé de votre... S'il vous plaît, M. Estelle, il y a des personnes qui résistent depuis 40 ans contre le gaspillage de 2000 hectares de terre. La veille du jour de l'inauguration du monument à l'esclavage, il y avait 10 000 personnes et 250 tracteurs dans la ville de Nantes. Donc, s'il vous plaît, M. Estelle, nous vous invitons à étudier ce dossier et à étudier ce qui est, à l'heure actuelle, une résistance. Merci. Chère Madame, premièrement, je suis très heureux que vous ayez évoqué un problème précis. C'est sur des problèmes précis que l'on voit ce qu'il est possible de faire. Je suis moi-même, depuis quelques années, très proche d'une équipe qui s'est appelée Europe Écologie Les Verts. Mon amie Dany Cohn-Bendit, mon amie Eva Joly, mon amie Cécile Duflot me sont chers et je pense que le travail qu'ils et elles font est un travail d'autant plus nécessaire que nous avons très tardé à mettre l'accent sur un certain nombre de problèmes environnementaux qui sont d'une gravité que quelquefois nous n'admettons pas encore. Je me suis trouvé il y a quelques semaines, je vous raconte ça pour vous divertir, dans une petite ville allemande merveilleuse, d'une grande beauté, qui s'appelle Tübingen. Elle a entre autres choses un charme, c'est que c'est là
que le grand poète Friedrich Hölderlin a passé les 30 dernières années de sa vie dans un état d'aliénation mentale tel qu'il était dans une tour, et on peut visiter cette tour, et on se dit, ce grand poète a passé là 30 ans. Pourquoi je vous évoque cela? Parce que dans la ville voisine de Stuttgart, s'était posé un problème qui s'apparente peut-être à celui de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait là des gens qui voulaient construire une grande gare qui allait démolir un certain nombre d'arbres et de vieilles maisons, et il y a eu une manifestation violente dans la ville des citoyens de Stuttgart qui disaient « c'est pas bien, il faut l'empêcher ». Et comme ils savaient que j'étais là et que j'avais écrit « Empört euch », c'est comme ça que ça se dit en allemand, « indignez-vous, empört euch ». Et ils m'ont dit « venez, 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 dites-nous ce qu'il faut faire ». Et je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas allemand, je ne suis pas citoyen du Bade-Wurtemberg, par conséquent, il m'est difficile de me mêler. Mais je suis heureux que vous m'expliquiez en quoi cette gare vous paraît environnementalement détestable. Ils m'ont donné une explication. Et je leur ai dit, mais alors, puisque c'est si clair, pourquoi n'avez-vous pas obtenu? Ah, mais c'est parce que les dirigeants ont fait faire un sondage dans la population, peut-être même un référendum, est-ce qu'on veut cette nouvelle gare ou pas? Et que la majorité de la population, qui voyait là des possibilités considérables de nouveaux emplois et qui avait besoin de nouveaux emplois, ont dit majoritairement, nous voulons la gare, et nous ne sommes pas d'accord avec les écologistes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, ce que j'ai fait, c'est de reprendre très vite le train pour Paris. En conclusion, je suis heureux qu'il y ait des gens comme vous, madame, qui mettent l'accent sur le mal que peut faire un projet et qu'il y a d'autres gens qui défendent ce projet et que cela doit se traiter de la façon la plus démocratique possible. Ça nous amène d'ailleurs, puisqu'on a encore un peu de temps, je pense, enfin un peu, à mettre quelque chose sous le mot de démocratie. J'ai déjà indiqué qu'il me semblait que nous vivons dans un système oligarchique. Je ne suis pas sûr que la majorité des citoyennes et des citoyens ait suffisamment d'influence sur nos gouvernants, quels qu'ils soient, pour que leurs désirs et leur volonté s'imposent. Non, nous avons des démocraties électorales. Oui, nous faisons des élections au suffrage universel, tout le monde peut s'exprimer. On peut croire que grâce à ça, ceux qui sont désignés pour gouverner sont effectivement ceux que désire le plus grand nombre, mais est-ce que ces consultations sont aussi régulières et authentiques que nous le voudrions? Est-ce qu'une fois élus, ces gens savent ce que l'on attend d'eux, en sont rendus conscients de temps en temps? Peut-être pas suffisamment. Nous vivons une phase de mise en question du fonctionnement de la démocratie. Non pas de la valeur fondamentale de la démocratie. Nous sommes tous d'accord pour que, comme le disait Churchill, c'est le plus mauvais régime à l'exception de tous les autres. Il n'y a en effet pas d'autre façon de gouverner que démocratique. Mais il faut à chaque fois revenir au fond même de la pensée démocratique, et il faut que ceux qui sont ainsi les élus démocratiques sachent que ce qui est attendu d'eux, c'est de rester en contact constant avec ceux qui les ont élus.
J'aimerais revenir sur l'évocation des tueries de Toulouse et de ce jeune Mohamed Merah. Vous avez dit que certains jeunes étaient embrigadés et qu'ils regroupaient... Attendez, vous avez le micro un peu trop près de la bouche. Je vous entends mal. Là, vous m'entendez? Oui, là ça va mieux. Donc ce jeune Mohamed Merah, vous avez dit que certains jeunes embrigadés regroupaient des crispations de haine et qu'il fallait avoir de la compassion pour eux. Mais avoir de la compassion, personnellement, je ne pense pas que ça va résoudre le problème du terrorisme. Et je pense qu'à la base, ces jeunes sont surtout désespérés, car on ne leur autorise plus aucun avenir, et que l'éducation à travers l'école ne leur apporte plus l'espoir d'un avenir meilleur. Et du coup, je ne m'indigne pas, je ne vais pas m'indigner, mais je m'étonne un tout petit peu que vous souteniez François Hollande, vous qui soutenez l'indignation et le développement de grands mouvements citoyens conscients de la domination et de l'oppression des peuples par quelques financiers. C'est-à-dire que j'entends derrière tout cela, non pas indignez-vous, mais plutôt rebellez-vous, plutôt un mouvement révolutionnaire. Et je ne pense pas que M. Hollande et le PS soient particulièrement révolutionnaires, mais je garde tout de même l'espoir, comme vous avez dit, et comme je le vois dans le livre, que le PS nous apportera, comme vous l'avez dit, plus de justice et plus de sérénité. Donc j'ai deux petites questions que je synthétise. La première, est-ce que l'école pourrait être un rempart au terrorisme et comment? Et la deuxième, plus anecdotique, est-ce que vous pensez vraiment que le PS peut combattre les injustices? Et en a-t-il les moyens, puisqu'il est lui aussi pieds et poings liés par le monde de la finance? Attendez, la dernière question, la dit. École, j'ai compris. Et après? Est-ce que le PS également résout des injustices parce qu'il est pieds et mains liés par l'économie? Ah oui, c'est ça. Économie. Merci. Voilà des questions très précises et très sympathiques et intéressantes. Que puis-je vous répondre? Sur le fait que nous avons en François Hollande un homme qui n'est en effet pas un révolutionnaire, à mon avis, c'est tant mieux, parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas le président de la République qui fait la révolution. Mais il peut avoir autour de lui, et je suis particulièrement intéressé par la formidable percée qu'a fait ces temps-ci Jean-Luc Mélenchon. C'est très bien, il pousse des cris que l'on est heureux d'entendre. J'ai eu avec lui un dialogue indirect, c'est-à-dire on a mis devant moi une caméra et on m'a dit, si cette caméra était Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça m'a fait plaisir. Et j'ai dit, cher Jean-Luc Mélenchon, vous portez des idées qui nous sont précieuses, continuez à les porter. Mais je vous en supplie, ne les portez pas pour arriver à la présidence de la République. Vous savez bien que vous n'avez aucune chance d'être président de la République française. Portez ces idées au moment des législatives et soyez l'une des composantes fortes d'une gauche au gouvernement. Voilà ce que je lui ai dit. Je ne sais pas s'il l'a entendu. Je ne pense pas qu'il a aimé. La preuve, c'est qu'il continue. Mais cela dit, je crois qu'il ne faut pas attendre d'un président en ce moment en France qu'il soit d'emblée un révolutionnaire. Mais on peut attendre de lui, et c'est ce que nous attendons tous de lui, que dans son équipe, dans ceux qu'il va amener à gouverner avec lui, il y a un nombre suffisant de gens capables de vraiment changer la société française et pas seulement des gens qui acceptent la domination néolibérale que nous subissons actuellement. Et vous avez tout à fait raison de dire que pour cela, la composante essentielle, c'est l'école. C'est-à-dire, plus nous arriverons à avoir un encadrement des jeunes suffisamment nombreux, suffisamment formés, suffisamment ouverts sur les problèmes de citoyenneté et d'humanité, et pas seulement sur chacune des disciplines qu'ils sont censés enseigner. Nous retrouvons là un des messages fondamentaux de mon ami Edgar Morin, qui a écrit là-dessus des choses très importantes. Alors, vous dites aussi que nous risquons, quoi que nous fassions, d'être submergés par les forces économiques et financières. Eh bien, précisément, c'est cela que nous ne devons pas accepter, que nous ne devons pas considérer comme inéluctable. Et je donne un exemple pour cela.
lorsqu'en 1933, les États-Unis étaient passés par une crise, qui d'ailleurs ensuite s'est répandue en Europe et qui a donné lieu à la montée d'Hitler en Allemagne. Eh bien, il est venu un homme courageux, Franklin Delano Roosevelt. Il a été élu et en l'espace de 3 mois, il a fait passer des lois qui ont complètement renversé la structure économique et financière des États-Unis et qui ont permis aux États-Unis d'engager ce qu'on a appelé le New Deal, c'est-à-dire une nouvelle façon de gouverner. Pourquoi ne pouvons-nous pas espérer que celui qui sera élu, appelons-le pour la commodité François Hollande, eh bien, qu'il fera un effort comparable à celui qu'a fait son grand prédécesseur Franklin Roosevelt, et que même s'il n'est pas élu comme un révolutionnaire, il est élu comme un dirigeant intelligent, capable de détecter les changements fondamentaux nécessaires pour que nous sortions de notre triste situation actuelle. Merci. Je crois qu'il faut que je passe à la poésie, sauf s'il y a encore une question. Encore une question. Je vous soumettre un autre mot qui me pose des problèmes, c'est le mot peuple. Peuple. On est dans une campagne électorale et beaucoup de candidats, enfin pas mal de candidats, sont les candidats du peuple, sont candidats du peuple. Et pour moi, j'aimerais savoir pour vous, politiquement, sociologiquement, qu'est-ce qu'on entend par le mot peuple. Merci. Merci, c'est une question qui me ramène aussi à un autre mot, également pénible, soit qu'on l'attaque, soit qu'on le défende, le populisme, n'est-ce pas? On dit tel dirigeant s'adresse au peuple, donc il est populiste, et donc il est détestable parce que ça veut dire qu'il essaye de mettre le peuple dans sa poche. En effet, le mot peuple n'a à mon avis qu'un seul sens, je remonte à Aristote et à la définition de la démocratie. Il y a dans chaque communauté humaine des gens qui sont privilégiés et des gens qui ne le sont pas. Les non-privilégiés constituent ce que j'appellerais, il faut bien utiliser un mot, le démos, c'est-à-dire le peuple au sens grec du mot démos. Et que ce qu'il s'agit d'obtenir, c'est que les privilégiés qui existent partout fassent l'effort nécessaire pour que les non-privilégiés accèdent au minimum de droits et de privilèges qui doivent leur incomber. Donc, voilà comment je vois. Évidemment, on peut utiliser les mots de 1000 manières, il faut se méfier de la sémantique, mais à mon avis, le peuple, les gens qui se préoccupent du peuple, qui reprennent la notion américaine de gouvernement par le peuple et pour le peuple, ça veut dire que les sous-privilégiés doivent pouvoir accéder à plus de privilèges en mettant au pouvoir des gens qui s'occupent véritablement d'eux. Merci. On y va d'un poème ou il y a encore une question? Une toute petite dernière pour redonner en finale la parole à un homme, parce que dans la parité des questionneurs, il y a eu beaucoup de questionneuses, mais juste toute petite pour pouvoir entendre les poèmes ensuite de M. Essert. C'est celui-ci, ou bien? Non. Il y en a deux alors du coup. Ben, on va les prendre tous les deux. Qui est le premier? C'est à vous. Bonjour. Tout à l'heure, vous parlez du jeune qui a tué à Toulouse. Et je pense, moi, que pour éviter cette société de haine, en ce moment, on nous parle de peur, de haine, d'insécurité. Et je crois qu'un des remèdes, pour moi, c'est de redonner confiance aux autres et à soi-même. Pour moi, ça passe par là. Premièrement, la confiance en soi. Sur vos dos, la confiance dans les autres. Et après, si possible, trouver la paix intérieure et la paix extérieure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce schéma? Je ne peux qu'être d'accord. C'est tellement joliment dit.
l'intérieur, l'extérieur. Écoutez, l'insécurité est le thème sur lequel tous les dictateurs ont toujours fondé leur puissance, en disant « c'est moi, ça va être le chaos, c'est moi qui assure la sécurité ». Il faut faire très attention. Bien sûr, nous avons besoin de sécurité, mais nous avons besoin de sécurité dans la confiance. Dans la confiance, vous l'avez dit vous-même, dans la confiance faite aux institutions. Je profite simplement de cette question pour un appel. Il y a en France et dans d'autres pays beaucoup de femmes et d'hommes qui ont été frustrés par la façon dont fonctionnait la démocratie et qui disent « moi maintenant je ne fais plus confiance à personne, c'est tous des pourris et des vendus, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient au centre, tous pareils, ils ne pensent qu'à leur bien et pas à nos besoins ». C'est évidemment complètement stupide et injuste. Il faut dire que dans nos démocraties, il y a heureusement des femmes et des hommes qui font un travail remarquable, que ce soit ici à Nantes ou ailleurs, pour que la démocratie vive. Il faut non seulement les encourager, mais il faut savoir leur faire confiance. S'abstenir, par exemple, dans des élections en disant « oui, mais tous les candidats, c'est pas ce que j'aimerais quelqu'un d'autre », non, c'est évidemment pas la solution. Il ne faut jamais s'abstenir en démocratie. Il faut voter pour celui qui vous déplaît le moins, si tous vous déplaisent un peu. Et une fois avoir voté pour celui qui vous déplaît le moins, il faut s'engager dans ce qui fait sa force et faire pression sur lui pour qu'il vous déplaise encore moins et éventuellement pour qu'il vous plaise. Vraiment très court, hein, c'est Bonjour. Lequel est-ce? Je ne le vois pas. Monsieur. Où ça? Je ne vous vois pas. Monsieur en bleu, voilà. Le monsieur, ici, je vous vois. Allez-y. Juste pour sortir de la campagne présidentielle et je voulais revenir sur votre idée de gouvernance mondiale que vous avez développée pendant votre discours. Vous qui avez participé justement à l'élaboration de la création de l'ONU en quelque sorte, les temps ont beaucoup changé depuis une décennie, enfin depuis 45 maintenant. Et est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire justement de réformer ou de militer pour réformer cette institution aujourd'hui? Alors là, vous risquez de provoquer une très longue réponse, mais j'essaierai d'être bref. Je suis en effet un fanatique de l'Organisation des Nations Unies. Je commence par dire, l'ONU a été créée en 1945 et elle a été pour la première fois dans l'histoire des sociétés humaines une organisation qui voulait s'occuper de tous les problèmes et de toutes les populations du monde. Et quand l'article 1er, que je rappelle toujours volontiers, de la Déclaration universelle dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Je dis rien que cet article 1er, ça vaut tous les programmes que l'on peut essayer d'élaborer. Alors, naturellement, cette organisation a fait des choses, il ne faut pas les sous-estimer, mais elle se heurte à un certain nombre d'obstacles qui exigeraient aujourd'hui, comme vous le dites, une réforme. Cette réforme est-elle possible? Question. Sait-on quelle elle devrait être? Oui, je pense. Je pense que l'on peut dire, si à côté du Conseil de sécurité, chargé actuellement, seul chargé de faire régner la paix, si à côté du Conseil de sécurité, il y avait un Conseil
de sécurité économique et sociale, chargé non plus seulement de faire régner la paix, mais de faire régner un équilibre économique et social plus juste et qui pourrait prendre des décisions pour empêcher la domination des oligarchies, ce serait un progrès formidable. Ce conseil existait dans la charte sous le nom de Conseil économique et social, mais il a complètement perdu son autorité. Les États y ont envoyé des seconds couteaux qui n'ont pas réussi à le faire fonctionner. De plus, le Conseil de sécurité, qui a fait des choses utiles, mais il se trouve bloqué par la fameuse règle du veto, c'est-à-dire sur les 5 membres permanents, chacun peut s'opposer en votant contre à ce qu'une décision soit vraiment mise en œuvre. Nous avons vu ça notamment en ce qui concerne le problème israélo-palestinien. Il y a toujours eu une suspension de veto de la part des États-Unis. Alors là aussi, une réforme à laquelle beaucoup de mes amis travaillent, mais qui jusqu'à présent est bloquée, consisterait à transformer ce Conseil en le mettant non pas à 15 membres comme il est, mais à 25, en y incluant donc les nouveaux pays émergents, comme on a dit. Ça ne veut pas dire qu'ils montent au-dessus de la surface de l'eau, mais que simplement ils deviennent plus importants dans le travail international, leur donner des sièges permanents mais sans droit de veto et prendre les décisions à une majorité des 2 tiers. Ces réformes-là sont aujourd'hui nécessaires car on est bloqué dans un certain nombre de problèmes. Elles sont difficiles à faire passer, mais rien de ce qui est difficile n'est impossible. Je pense donc que le jour viendra où nous aurons une organisation des Nations Unies qui ferait le pas en avant aujourd'hui si nécessaire. Merci, monsieur, de votre question. Alors là, ça va être la dernière question, un petit témoignage et une dernière question. Je vous dis, donc il y a une librairie à l'extérieur. Vous comprendrez qu'il n'y aura pas de signature et Stéphane essaie de le regretter, mais c'est tout à fait impossible. Voilà. D'autant plus qu'il a un programme chargé. Ce soir, il va signer le pacte civique et vous êtes invité à la salle Mantes Nord où à 8h30 se déroulera cette cérémonie. Voilà. Et dans ce dernier témoignage, on va entendre un poème. Allez. Oui. Encore une question, une dame. Une question à vous poser qui est un témoignage. On dit qu'en France, je parle de la France, moi, aimez-vous les uns les autres. Bon, en France, on dit qu'il y a beaucoup d'étrangers, de noirs, de chinois, tout ce que vous voulez. Moi, j'habite un petit immeuble de 14 appartements. J'ai plus de 82 ans. Il y a 3 ans, j'ai eu une prothèse au genou. Eh bien, la seule famille qui m'a aidé, monsieur Essen, c'est une famille guinéenne qui m'emmenait faire mes courses. Monsieur 1m92, bon 1m58, ça passait pas inaperçu. Et je peux vous dire qu'il n'y a que dans l'immeuble, ils sont partis, je regrette, je les ai aidés à trouver un autre appartement. Et quand maintenant on a un nouveau ménage, une famille chilienne, les 2 jeunes font des études en France, quand il y a eu de la neige il y a 2 mois, ce sont les seuls qui m'ont dit, si vous voulez, n'hésitez pas, on vous emmène faire vos courses où on peut vous les faire. C'est juste ça. Et pourtant, la France est un grand pays, mais moi, je ne suis pas contre tous les étrangers qui vous laissent la place dans le tram ou le bus. Ce sont des personnes, des jeunes de couleur. Voilà. Il ne pouvait pas y avoir une intervention plus sympathique pour moi que la vôtre, madame. Et je voudrais faire appel à chacune et à chacun des nombreux assistants nantais à cette conférence pour dire, essayez de voir un petit peu si autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui vient de loin, qui a un peu de mal à se trouver sa place ici chez nous. Essayez d'ouvrir avec lui un dialogue, même simplement en lui disant « Ah, et vous, d'où venez-vous? Ah oui, ça m'intéresse. » Vous allez voir, quelque chose s'ouvre
j'ai un ami psychiatre, je vous en parle encore un moment, qui me dit, moi, je fais des études sur le fonctionnement du cerveau. Ah, je lui dis, c'est bien ça. Et qu'est-ce que vous y trouvez? Eh bien, j'y trouve quelque chose de très simple. C'est que quelqu'un qui fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est très bon pour lui. Je lui dis, oui, mais vous dites ça au point de vue moral. Il me dit, non, 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 ça n'a rien à voir avec la morale. C'est un phénomène dans le cerveau. Il se trouve que ça marche comme ça. Quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, ça vous fait du bien dans le cerveau. Eh bien, écoutez, allons-y. Alors, attention, la poésie, c'est pas toujours très gentil. Ça peut être quelquefois un peu érotique et un peu violent. Alors, je vais vous proposer un Baudelaire qui s'appelle « Ex voto pour une Madone » dans le style espagnol. Je veux bâtir pour toi, Madone, ma maîtresse, un hôtel souterrain du fond de ma détresse et creuser dans le coin le plus noir de mon cœur, loin du désir mondain et du regard moqueur, une niche d'azur et d'or toute émaillée où tu te dresseras, statue émerveillée, avec mes vers polis treillis d'un dur métal, savamment constellés de rimes de cristal, je ferai pour ta tête une énorme couronne. Et dans ma jalousie, ô mortelle Madone, je saurais te tailler un manteau de façon barbare, roide et lourd, et doublé de soupçons qui, comme une guérite, enfermera tes charmes, non de perles brodées, mais de toutes mes larmes. Ta robe, ce sera mon désir frémissant, onduleux, mon désir qui monte et qui descend, aux pointes se balance, aux vallons se repose, et revêt d'un baiser tout ton corps blanc et rose. Je te ferai de mon respect de beaux souliers de satin, par tes pieds divins humiliés, qui, les emprisonnant dans une molle étreinte, comme un moule fidèle, en garderont l'empreinte. Si je ne puis, malgré tout mon art diligent, pour marchepied tailler une lune d'argent, je mettrai le serpent qui me mord les entrailles sous tes talons, afin que tu foules et railles, reine victorieuse et féconde en rachat, ce monstre tout gonflé de haine et de crachats. Tu verras mes pensées rangées comme des cierges devant l'autel fleuri de la reine des vierges, étoilant de plafond, de reflets le plafond peint en bleu, te regarder toujours avec des yeux de feu. Et comme tout en moi te chérit et t'admire, tout se fera benjoin, encens, oliban, myrrhe, et sans cesse vers toi, sommet blanc et neigeux, en vapeur montera mon esprit orageux. Enfin, pour compléter ton rôle de mari, et pour allier l'amour avec la barbarie, volupté noire, des 7 péchés capitaux, bourreau plein de remords, je ferai 7 couteaux bien aiguisés, et comme un jongleur insensible, prenant le plus profond de ton amour pour cible, je les planterai tous dans ton cœur ruisselant, dans ton cœur pantelant, dans ton cœur sanglotant.